J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, dès que le silence s'est installé dans la salle. Ma fille venait de terminer de jouer du piano, sa petite main tremblait encore au-dessus des touches. La dernière note venait à peine de s'éteindre que je réalisais qu'il manquait quelque chose. Aucun applaudissement, pas même un hochement de tête poli, juste le silence. Et puis, je l'ai entendu. Assez fort pour briser ce silence, une femme quelque part derrière moi a chuchoté. « C'est la pauvre gamine, celle dont la mère est seule. » Ma poitrine s'est resserrée. J'ai eu un bourdonnement dans les oreilles. Je n'ai même pas pu me retourner. Je suis restée assise, paralysée, agrippée au bord de mon siège, comme si cela pouvait m'empêcher de m'effondrer. Ma fille s'appelle Élise. Elle a 9 ans et hier soir, elle a mis tout son cœur dans sa prestation lors du concours annuel de talent de l'école. Elle a elle-même composé sa chanson, l'a répétée pendant des semaines, y mettant chaque parcelle d'elle-même. Je la regardais s'entraîner tard le soir, après les devoirs, avec son casque sur les oreilles, jouant sur le petit piano que nous avions acheté dans un vide-grenier. Elle croyait en cette chanson. Mais quand elle est montée sur scène devant ses camarades, le jury, une salle pleine de parents, personne n'a applaudi. Même pas par pitié, pas un seul clappement de main, rien du tout. Je l'observais depuis le milieu de la salle. Elle a salué comme je le lui avais appris, puis a levé les yeux, espérant une quelconque réaction. Elle m'a regardée, et j'ai vu en elle comme si elle avait tout avalé, la déception, la confusion, la honte. J'ai lutté de toutes mes forces pour ne pas pleurer. Et alors que je m'apprêtais à me lever, à lui prendre la main et à l'emmener loin de cette salle comme d'un bâtiment en flammes, quelque chose s'est produit. Un homme s'est levé. Il était assis tout au fond, seul, grand, âgé, vêtu d'un costume gris modeste. Il ne souriait pas. Il ne disait rien. Il s'est simplement avancé dans l'allée en direction de la scène. Je me souviens de la manière dont la salle a changé. Des murmures ont surgi, les membres du jury se sont regardés, ne comprenant pas ce qui se passait. Et je me souviens avoir retenu mon souffle. Il y avait quelque chose dans sa démarche qui m'a fait oublier toute envie de fuir. Quelque chose me disait « Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est son commencement. » Je m'appelle Claire Rivaud. J'ai 33 ans et j'élève seule ma fille, Élise, depuis qu'elle a 2 ans. Nous vivons dans une petite ville tranquille du sud de la Bourgogne. Le genre d'endroit où tout le monde te salue dans la rue, mais ne manquera pas de remarquer la voiture que tu conduis et si le sac à dos de ton enfant est neuf ou acheté d'occasion. Les gens te sourient au supermarché, puis demandent à quelqu'un d'autre pourquoi tu es toujours célibataire. J'ai toujours vécu ici, et la plupart du temps, j'essaie de ne pas me faire remarquer. Mais dans des moments comme le concours scolaire, je le sens plus fort que jamais. Je ne suis pas comme eux. Je suis une étrangère. Je cumule 2 emplois. Le jour, je fais le ménage au collège du coin. La nuit, je travaille dans une petite brasserie 24 heures sur 24 près de la Nationale. Je sers des routiers et des ados à la recherche de frites à 2 heures du matin. Ce n'est pas du luxe, mais c'est un revenu honnête. Ça permet de payer les factures. Et surtout, de prendre soin d'Élise. Élise, c'est tout pour moi. Discrète, sensible, mais avec un cœur lumineux. Elle ne traîne pas avec les élèves les plus populaires et se moque bien de ce qui est à la mode. Elle aime la musique, pas la pop, ni les tubes à la radio. Plutôt les mélodies étranges, profondes, celles qui viennent du fond de l'âme. Elle a commencé à composer de petites chansons à l'âge de 7 ans. Elle les chantonnait dans un dictaphone et me disait « Celle-ci, c'est comme la pluie » ou bien « Celle-là, on dirait que quelqu'un est triste ». J'ai trouvé pour elle un synthétiseur d'occasion dans une brocante le printemps dernier. 60 €. Pas de support, une touche de si bémol qui collait. Mais quand on l'allumait, il s'éclairait. Pour elle, c'était magique. Tous les jours après l'école, elle s'y installait. Ses doigts effleurèrent les touches comme si elle découvrait quelque chose de sacré. Elle pouvait jouer pendant des heures, parfois les yeux fermés, cherchant des sons qu'elle ressentait plus qu'elle ne les entendait. Quand l'école a annoncé le concours de talent, Élise m'a demandé si elle pouvait s'inscrire.
J'ai hésité une seconde. Ce n'est pas une enfant qui aime se mettre en avant. Mais elle a dit « Je veux qu'ils entendent ce que j'ai écrit ». C'est comme ça qu'elle l'appelait. Pas ma chanson, pas ma performance, juste ce que j'ai écrit. Elle était si fière en rendant son formulaire. Elle a répété son morceau pendant des semaines. Je préparais le dîner en l'écoutant depuis l'autre pièce. Et je te jure, parfois je cessais de remuer dans la casserole, juste pour mieux l'entendre. Il y avait quelque chose d'envoûtant, de beau, dans ce qu'elle avait créé. Elle ne jouait pas des notes. Elle racontait une histoire. Mais derrière sa lumière, je percevais une inquiétude. Elle parlait peu de l'école, mais je savais. Elle était la seule de sa classe à apporter son repas dans un sac en plastique Carrefour, pas dans une jolie boîte décorée avec des personnages à la mode. Ses chaussures étaient toujours propres, mais toujours d'une saison en retard. Je le savais. Monter sur scène, ce n'était pas juste pour la musique, c'était pour être remarquée. Et pourtant, elle continuait à répéter. Elle m'a demandé de lui tresser les cheveux. Joli, mais pas trop voyant. Elle avait choisi sa tenue à l'avance. Sa plus belle robe, celle de Pâques l'an dernier. J'ai recousu l'ourlet déchiré à la main. Elle s'est regardée dans le miroir et s'est sourie à elle-même. Le soir de la représentation, nous sommes arrivés en avance. La salle était pleine. Des enfants couraient en coulisses dans des costumes brillants et à paillettes. Les parents discutaient par petits groupes, échangeant sur les cours privés et les colonies de vacances. Moi, j'étais assise seule au milieu de la salle, les mains crispées, essayant de ne pas paraître à part. Quand on a appelé le nom d'Élise, je me suis redressée, tendant le cou pour l'apercevoir. Elle est entrée lentement, le menton levé, mais triturant nerveusement ses doigts. J'ai murmuré « Tu vas y arriver, ma chérie ». Elle s'est assise sur le banc, a ajusté le micro comme on avait répété, puis a posé ses doigts sur les touches. Et elle a commencé à jouer. Dès qu'Élise a touché le clavier, la salle a commencé à changer, mais pas comme je l'espérais. Les premières notes de sa pièce étaient lentes et douces, comme une invitation dans un souvenir qu'elle seule connaissait. La mélodie s'est répandue dans la salle comme un murmure, comme une berceuse pleine de tristesse et d'espoir. Sa prestation n'était comme aucune autre. Pas de karaoké, pas de mouvements théâtraux, pas de bande-son. Juste elle, le piano et une histoire racontée par ses doigts. Je m'étais penchée au bord de mon siège, le cœur battant de fierté, la regardant fermer les yeux et se laisser emporter par la musique. Mais en observant le public, j'ai ressenti autre chose. Les gens n'écoutaient pas. 2 parents, au fond, chuchotaient. 2 enfants au premier rang ricanaient. Un des jurés, celui avec le blazer trop grand et sa tablette, fixait son téléphone en tapotant l'écran. Une femme à côté de moi mâchait son chewing-gum comme si elle attendait l'ascenseur. Et c'est alors que j'ai entendu cette phrase, aussi claire qu'une cloche. « C'est la pauvre gamine dont la mère est seule. » Ces mots n'ont pas frappé mes oreilles. Ils m'ont traversé la colonne vertébrale. Je me suis légèrement tournée pour voir qui avait dit ça, mais ce n'était pas nécessaire. Je connaissais déjà ce genre de gens, ceux qui n'ont jamais dû expliquer à un enfant pourquoi le Père Noël n'a apporté qu'un seul cadeau. Ceux qui n'ont jamais eu à choisir entre réparer la voiture ou payer une sortie scolaire. Je me suis mordu l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût métallique. J'ai voulu me lever, la défendre, crier « Elle est bien plus que l'histoire que vous vous êtes inventée. » Mais je n'ai pas pu. Mes jambes ne répondaient plus. Mon corps était figé. Mon cœur battait dans ma gorge. Et Élise continuait à jouer. Ses mains ne tremblaient pas. Elle mettait toute son âme dans chaque note, comme si cela comptait, comme si quelqu'un allait comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Pas ce soir-là. Elle a terminé sur un accord doux, inattendu, suspendu dans l'air, fragile, inachevé. Puis, le silence. Elle a salué comme on l'avait répété, tenant son salut une seconde de plus. Puis a lentement relevé la tête, balayant la salle du regard. Aucun applaudissement, même pas les formels, polis. Quelqu'un a toussé. Une chaise a grincé. Le juge au centre s'est raclé la gorge et a tourné la page de son dossier. Et c'est tout.
Élise est restée sur scène un peu plus longtemps que nécessaire, juste assez pour que je voie son visage changer. Son petit sourire plein d'espoir s'est effacé, remplacé par une ligne tendue, confuse. Elle a baissé les yeux et a quitté la scène. Je sentais qu'elle faisait tout pour rester forte, même depuis l'autre bout de la salle. Mon cœur s'est brisé. Je voulais courir vers elle, l'enlacer, l'emmener loin d'ici, loin de ces gens qui n'avaient pas vu ce que moi j'avais vu. Je voulais lui dire qu'ils avaient tort, que sa musique comptait, qu'elle comptait. Mais je ne pouvais pas bouger. Je restais là, figée, clignant à travers les larmes. Car si j'avais commencé à pleurer, je n'aurais pas pu m'arrêter. J'ai à nouveau regardé la salle. Des mamans maquillées avec leurs sacs à main de marque, des papas filmant sans vraiment regarder, des jurés déjà tournés vers la prochaine performance. Personne ne semblait concerné. Et c'est là que je l'ai ressenti, un changement subtil mais réel. Du tout dernier rang, un homme s'est levé. Il ne ressemblait à personne d'autre. Son costume était simple. Il n'avait pas de téléphone en main. Il n'applaudissait pas et ne réagissait pas comme les autres. Il restait debout, immobile, comme une statue, fixant la scène. Puis, il a commencé à marcher vers l'avant. Les gens se sont retournés. Quelqu'un a chuchoté. « C'est qui, lui ?» Les jurés se sont échangés des regards perplexes. C'était censé être un groupe de danseurs qui passait ensuite. Personne ne prévoyait un discours. Je me suis redressée, posant machinalement une main sur ma poitrine. Je ne savais pas qui il était, ni ce qu'il comptait faire, mais quelque chose me disait « il est là pour elle ». Au début, personne ne l'a arrêté. L'homme en costume gris avançait lentement dans l'allée, les mains croisées dans le dos, calmement, comme quelqu'un habitué à être écouté. Il ne se pressait pas. Il ne doutait pas. Et à chaque pas, la salle devenait de plus en plus silencieuse. Même les parents qui bavardaient se taisaient un à un. Les jurés semblaient perdus. Une d'entre eux s'est même levée, comme pour l'interrompre, puis s'est rassis, hésitante. Les enfants en coulisses jetaient un œil par le rideau, les yeux grands ouverts. Je ne quittais pas Élise des yeux. Elle se tenait à l'écart, au bord de la scène, à moitié dans l'ombre, serrant sa pochette de partition contre elle. Elle ne pleurait pas, mais c'était évident qu'elle souffrait. Les lèvres pincées, les épaules rentrées, comme si elle voulait disparaître. L'homme s'approcha des premiers rangs et se tourna vers le jury. « Excusez-moi », dit-il. Sa voix était calme, mais assurée. « Puis-je emprunter le micro 1 minute ?» Et c'est tout. Pas de grand discours, pas d'effet dramatique, juste une demande polie, tranquille. La salle s'est figée. L'un des jurés, un jeune homme en veste bordeaux, lança un regard à ses collègues, puis hocha très légèrement la tête. Un étudiant bénévole tendit le micro à l'homme sans dire un mot. Il avança lentement vers le centre de la scène, se tourna vers le public et leva le micro. « Je m'appelle Dr Luc Morel », dit-il. Et à vrai dire, je n'étais pas censé être ici ce soir. Mon train pour rentrer à Lyon a été annulé, alors je suis venue voir ma petite fille se produire. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose qui m'a littéralement arrêtée. Il s'interrompit. La salle retint son souffle. J'enseigne le piano depuis toute une vie au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. J'ai formé des concertistes, des compositeurs de cinéma, des solistes d'orchestre. Et en toutes ces années, rares sont les œuvres qui m'ont touchée autant que la musique de cette petite fille. Le silence dans la salle changea. Ce n'était plus un vide gênant, c'était un silence chargé d'émotion. Il tourna les yeux vers la scène. Son regard était chaleureux. « Élise, » dit-il, « dis-moi, c'est toi qui as composé ce morceau ?» Elle acquiesça lentement, ne sachant si elle devait sourire ou s'enfuir. Il se retourna vers le public. « Mesdames et messieurs, c'était une composition originale. C'était une voix, c'était de l'art. » Des soupirs discrets se firent entendre dans la salle. Un parent à côté de moi murmura « Le conservatoire », comme s'il avait entendu un mot venu d'un autre monde. Le docteur Morel poursuivit « J'aimerais faire une demande.
Avec ta permission, Élise, accepterais-tu de rejouer ton morceau? Mais cette fois-ci, est-ce que je pourrais le jouer avec toi? Je retins mon souffle. Élise me jeta un coup d'œil, rapide, hésitant. Je hochai la tête aussi calmement que possible, retenant mes larmes. Elle retourna lentement sur scène, ses pas à peine audibles. Le docteur Morel se recula légèrement pour la laisser s'asseoir la première, puis il prit place à côté d'elle, sans prendre toute la banquette, juste à ses côtés. Ses mains planèrent au-dessus des touches, attendant qu'elle commence, et elle joua. Cette fois, les notes n'étaient pas timides. Avec les accords doux du docteur Morel qui s'ajoutaient à sa mélodie, c'était comme si la musique trouvait enfin une voix pour lui répondre. Il ne l'écrasait pas. Il la suivait, la soutenait, élevait sa musique comme une deuxième paire d'ailes. La salle changea. Les rires disparurent. Les parents se penchèrent en avant. Les jurés posèrent leurs stylos. Personne ne détournait le regard. Quand la dernière note retentit, il y eut un instant de silence parfait. Puis la salle entière se leva. Les applaudissements éclatèrent comme une vague. Cris, sifflements, les mains frappaient si fort qu'elles devinrent brûler. Les gens qui, quelques minutes auparavant, ne l'avaient même pas remarqué, se tenaient debout, applaudissant comme si elle venait de remporter un prix national. Les téléphones étaient dégainés, filmant la scène. Je vis une des jurées essuyer une larme. Moi aussi, je me levai, applaudissant à m'en faire mal aux paumes. Et Élise? Elle se tourna vers le docteur Morel et lui offrit le plus petit, mais le plus sincère des sourires que j'ai jamais vus. À cet instant, elle n'était plus la petite fille pauvre. Elle était musicienne. Elle avait été vue. Et je sus, tout avait changé. Quand les applaudissements commencèrent à s'apaiser, Élise était encore assise au piano, les mains posées calmement sur ses genoux. Ses yeux étaient grands ouverts, non plus de peur, mais d'émerveillement. Elle parcourut la salle du regard, comme si elle la découvrait pour la première fois. Le docteur Morel se pencha vers elle et lui murmura quelque chose. Nous n'avons pas entendu. Elle acquiesça d'un petit signe de tête, puis se leva lentement, salua à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un salut timide. C'était un salut fier, assuré. Elle releva la tête, le menton haut. Et la salle lui offrit tout ce qu'elle ne lui avait pas donné la première fois. Quand ils quittèrent la scène ensemble, les gens se retournaient, chuchotaient. « C'est qui cette fille ?» Des parents qui nous ignoraient auparavant à la sortie de l'école se penchaient maintenant pour mieux la voir. Les enfants murmuraient avec admiration. Un des jurés alla même la rejoindre dans les coulisses avec un carnet à la main, souriant comme s'il venait de découvrir un trésor caché. Je restais debout dans la foule, applaudissant toujours, le cœur battant, les yeux pleins de larmes. Je me moquais de ce qu'on pouvait penser de moi. Je ne voyais qu'une chose, ma fille, enfin reconnue, non pas pour ce que nous n'avons pas, mais pour ce qu'elle est. Quand elle descendit de scène, elle courut se jeter dans mes bras. « J'ai réussi !» murmura-t-elle contre ma poitrine. Je ne trouvais pas un mot à dire. Je la serrai juste plus fort. Le docteur Morel s'approcha de nous quelques instants plus tard, avec un sourire. Il me tendit la main, mais avant que je puisse la serrer, il dit « Votre fille a un don exceptionnel. C'est rare. Ce n'était pas simplement du talent, c'était vrai. » Je retrouvai ma voix. « Merci. Merci de l'avoir vue. Merci pour ce moment que vous lui avez offert. » Il hocha la tête. « Je ne lui ai rien offert. C'est elle qui a tout créé. Moi, je me suis juste assurée que ça soit remarqué. » Puis il fouilla dans la poche de sa veste et me tendit une carte de visite. Son nom y était gravé, avec une adresse à Paris. « Si vous le permettez, » dit-il, « j'aimerais la mettre en relation avec une fondation que je soutiens pour le développement des jeunes artistes. Ils organisent maintenant des stages intensifs les week-ends et proposent un mentorat personnalisé pour les jeunes compositeurs talentueux. Elle n'aura pas besoin d'auditionner. J'ai déjà entendu tout ce qu'il fallait. J'étais bouleversée. Je regardais la carte, puis lui. « Elle n'a jamais pris de vrais cours, » dis-je. « On n'a pas encore les moyens. » Il sourit. « Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'accès. »
Elle ne doit pas seulement être vue. Elle doit être soutenue. Élise me regarda, incertaine, cherchant mon approbation dans mes yeux. Je hochai la tête, les larmes au bord des paupières. « Dis merci, ma chérie. »« Merci, » dit-elle doucement, mais avec assurance. Le docteur Morel inclina la tête, se retourna et repartit vers la foule. Ce soir-là, une fois rentrée à la maison, Élise ne voulut pas enlever sa robe. Elle s'assit sur le sol du salon, avec le clavier sur les genoux, fredonnant quelque chose de nouveau. Je nous servis chacun un bol de céréales. Je n'avais plus la force de cuisiner. Et nous avons mangé, assises sur une couverture comme pour un pique-nique, sous le ventilateur du plafond. Elle joua quelques mesures d'une nouvelle mélodie et me demanda « Tu crois vraiment que je pourrais y aller ?» dit-elle. « Là-bas, à l'endroit du monsieur de la musique ?» Je remis une mèche de cheveux derrière son oreille et répondis « Tu y es déjà. » 5 mois ont passé depuis cette soirée où ma fille a tout changé, simplement en étant elle-même. Nous vivons toujours dans notre petite maison. Je travaille toujours 2 emplois. J'apporte encore parfois les restes du snack, et Élise porte encore parfois des chaussures d'occasion. Mais tout semble différent, pas parce qu'on a plus d'argent ou de choses, mais parce que, pour la première fois, ma fille voit les choses autrement. Elle se voit autrement. Depuis ce soir-là, chaque samedi, elle se rend au cours dans un conservatoire de musique, à 1 heure de route. Chaque week-end, on se lève avant l'aube. Je remplis un thermos de chocolat chaud, et nous partons toutes les 2. Juste nous 2, la musique douce dans la voiture, elle la tête contre la vitre, regardant les champs défiler. Ce n'est plus la même petite fille qui avait peur que personne n'écoute. Aujourd'hui, elle parle de dynamique, de superposition de couches, d'émotions dans un accord mineur. Ses professeurs disent que ces compositions ont une profondeur que l'on retrouve rarement chez des élèves 2 fois plus âgés. Parfois, elle rejoue encore ce tout premier morceau, celui que personne n'avait écouté ce soir-là. Mais maintenant, il sonne différemment. Avec plus d'assurance, plus de conscience. Pas plus fort, plus profond, comme si elle possédait chaque note. Et elle les possède, vraiment. Quelque chose a changé en moi aussi. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait qu'on reste discrète, qu'on soit sage, reconnaissante, qu'on ne demande jamais plus que ce qu'on nous donne. Je pensais que si je la protégeais du jugement, de l'échec, du sentiment d'être de trop, ce serait suffisant. Mais je me trompais. Elle n'avait pas besoin d'être protégée. Elle avait besoin d'une permission. La permission d'être entendue, de prendre sa place, de croire en la valeur de sa propre voix, même quand la salle reste silencieuse. J'ai failli manquer ce moment, failli la laisser descendre de scène en pensant que le silence voulait dire qu'elle n'en valait pas la peine. Mais un inconnu, un homme qui a choisi d'écouter, a empêché que cela arrive. Et j'y repense sans cesse. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas de la chance. C'était un choix. Le docteur Morel n'a pas seulement entendu sa musique, il l'a reconnue, et ensuite, il a agi, discrètement, avec force, non pas pour la sauver, mais pour la renforcer. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Une seule personne prête à vraiment écouter. Une seule personne qui se lève quand les autres restent assis. Une seule personne pour rappeler à un enfant « Tu n'es pas invisible ». Et parfois, ce simple regard posé sur ta lumière, même juste un instant, suffit à te permettre d'avancer. Cette soirée n'a pas changé notre vie en un clin d'œil. Mais elle a donné à ma fille quelque chose que je n'aurais jamais pu lui offrir dans un paquet ou au coucher. Elle lui a donné la conviction qu'elle mérite d'être vue. Et à moi, autre chose. Un rappel. Notre histoire ne se termine pas dans le silence des autres. Que si personne n'applaudit, cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de jouer. Il faut continuer. Parce qu'un jour, quelqu'un écoutera. Et peut-être que ce quelqu'un changera tout. Alors maintenant, chaque fois que je vois Élise poser ses doigts sur le clavier, je ne pense plus à qui regarde. Je sais qu'elle ne joue plus pour impressionner. Elle joue pour dire la vérité. Et c'est exactement ce genre de musique que le monde a besoin d'entendre davantage.